Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui ce qu'il y a dans la tête d'un pervers narcissique. En gros, c'est comment est-ce qu'un pervers narcissique pense, comment est-ce qu'il voit le monde, comment est-ce qu'il vous considère et pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Je suis tombé sur les travaux d'une personne qui s'appelle Sam Vaknin, qui est un Américain. J'ai mis sa photo juste là. Il se décrit lui-même comme étant un pervers narcissique. C'est lui qui a fondé les premiers sites dans les années 90, qui a écrit les premiers livres dessus et il explique comment est-ce que lui voit le monde parce qu'il dit que ça peut aider les gens de comprendre tout ceci. C'est notamment à lui qu'on doit la plupart des termes qui sont dédiés aujourd'hui aux pervers narcissiques. Dans la littérature, quand on parle de nourriture narcissique, c'est lui qui a inventé ça. Donc il a créé énormément de livres. J'en ai mis quelques-uns qui sont juste en dessous là. Il a dû en écrire quelque chose comme une trentaine ou quarantaine quasiment. Et c'est extrêmement intéressant de comprendre comment est-ce que ces personnes-là pensent. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça? Je sais que quand on a vécu avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, on peut être totalement traumatisé et se dire « c'est de ma faute, j'ai fait des choses mal, j'aurais pu l'éviter, j'aurais pu ne pas rencontrer ce genre de personne » et lui pense totalement différemment et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir le mouvement, cliquez sur « je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Donc là, en l'occurrence, Sam aurait eu 20 sur 20 à ces questions-là. Et vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner à d'autres par la suite. Et si vous le souhaitez, si votre cas est très particulier, vous pouvez aussi appeler une personne dans mon équipe du lundi au vendredi. C'est Thierry en l'occurrence qui répond en ce moment de 9 h à 18 h. C'est juste en dessous, comptez un jour ou deux pour avoir un rendez-vous. Alors Sam explique la chose suivante, c'est qu'on a une phase qui est vulnérable lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique. Lorsqu'on a quitté cette personne juste après la rupture, cette phase peut durer des semaines, des mois, des années, voire même des décennies ou jusqu'à la fin de notre vie. Ça va s'arrêter ou se réduire lorsqu'on arrivera à comprendre le mécanisme et c'est bien là mon objectif aujourd'hui, que vous compreniez le mécanisme et le cerveau d'un pervers narcissique pour que ça s'évapore, pour que vous ayez plus toute cette souffrance juste après. Il explique notamment que la cible, donc la proie, la victime, c'est-à-dire en l'occurrence vous ou moi dans ce cas-là, on est juste des outils, un peu comme, je sais pas, un marteau de mon fils qui est juste là, qui n'est pas un vrai outil pour l'occasion. Je n'ai pas d'autres outils en face de moi aujourd'hui, mais il dit que la cible d'un pervers narcissique, ça peut être n'importe qui. Et ce n'est pas forcément dans la sphère amoureuse qu'un pervers narcissique va interagir. Une personne qui est perverse narcissique va l'être dans tous les domaines de sa vie. Donc ça veut dire qu'il le sera à son travail, avec ses amis, en amour, dans sa famille, etc. Il y a une question que le pervers narcissique se pose en permanence, c'est qu'est-ce que je peux prendre à cette personne? Qu'est-ce que je peux voler? Qu'est-ce que je peux lui prendre? Qu'est-ce que cette personne-là pourra me donner? Donc une vraie question, c'est est-ce que ma cible ou cette proie potentielle est fonctionnelle. C'est-à-dire que si jamais elle a plein d'argent, est-ce qu'elle sera suffisamment fonctionnelle, utile pour que j'arrive à lui prendre cet argent? Si c'est des services, si c'est que vous travaillez pour lui, que vous deveniez son esclave ou pour qu'il vous manipule, il va se demander est-ce que cette personne est manipulable? Après ça, il va se demander quelle est la qualité de ce que vous pouvez donner. Est-ce que vous allez vraiment lui donner votre argent, votre temps, votre patience? Est-ce que vous allez être dévoué corps et âme ou pas? Si jamais par exemple vous travaillez et vous êtes au SMIC et que le pervers narcissique veut vous prendre votre argent, vous serez moins intéressant qu'une personne qui sera millionnaire ou milliardaire, bien évidemment, parce qu'il pourra prendre plus, il y aura plus en quantité et plus en qualité derrière. Une autre question, c'est quelle est la facilité pour vous manipuler? Est-ce que vous avez des bonnes barrières? Est-ce que vous savez dire non? Ou est-ce que vous êtes cette espèce de personne qui est extrêmement gentille et qui pourrait se laisser convaincre d'accepter de se faire manipuler? Et la dernière question qui se pose, c'est est-ce que ça lui demandera beaucoup d'énergie pour vous manipuler? Il va choisir les proies les plus simples dans son entourage. Si avec une personne ça s'avère être trop compliqué, il laisse tomber et il passe juste à la suivante. Sam dit également qu'on n'est pas spéciaux aux yeux des pervers narcissiques. On a toujours tendance à se dire « je suis particulier, je suis différent, je suis mieux » et c'est pour ça que j'ai été choisi. Personne n'est spécial aux yeux d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est lui qui se pense spécial et merveilleux. Les autres n'ont absolument aucune importance du tout. C'est juste que vous êtes passé devant lui et il s'est dit tiens, lui je pourrais lui prendre ceci et ce sera facile pour le manipuler donc je vais le récupérer. Donc en gros, comme un outil, on est ce qu'on peut donner. Un marteau, son utilité c'est de pouvoir planter des clous. C'est ça qu'il peut donner. Maintenant vous avez dû avoir quelque chose à donner à votre ex ou à la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui. Si jamais vous ne donnez rien ou si vous n'avez rien à donner, dans ce cas-là, vous ne représentez rien aux yeux du pervers narcissique. Il faut savoir aussi qu'on est totalement interchangeable chez le pervers narcissique.
On a parfois du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'au bout de 17 ans de mariage, l'autre part et trouve quelqu'un en 1 heure ou en 1 semaine ou même en 3 semaines, ce qui est extrêmement rapide. Simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'affect derrière ça, il n'y a jamais eu d'émotion. Vous êtes interchangeables. Une autre personne peut passer et ça fera l'affaire par la suite. Donc en gros, il n'y a aucune différence dans sa tête entre une copine numéro 1, 2, 3, 10 ou 40 ou alors entre le mari 1, 2 et 3. C'est exactement la même chose. Les gens sont totalement interchangeables dans sa vie. Le pervers narcissique ou le psychopathe, parce que les deux pathologies se ressemblent beaucoup, ce n'est pas quelqu'un qui est diabolique ni sadique. C'est une personne qui a besoin de créer une relation transactionnelle. Il y a un but derrière ça. Par exemple, le pervers narcissique adore découvrir votre mode d'emploi dans la phase de lune de miel au tout début quand il vous rencontre. Il va venir vous tester, il va chercher sur quel point vous êtes plus sensible, quels sont les boutons qu'il pourra appuyer pour vous rendre fou, ou alors quelles sont vos pathologies d'enfance qu'il va pouvoir utiliser par la suite pour vous manipuler. Un peu comme un lave-vaisselle aura un mode d'emploi, vous avez aussi un mode d'emploi pour être manipulé. Je préviens que ce qui va suivre, déjà là, c'est peut-être dur à entendre tout ce que je suis en train de dire. Si jamais vous avez l'impression que c'est trop dur, que vous n'êtes pas prêt à entendre ça, coupez la vidéo et regardez une autre vidéo de cette chaîne. Je pense que cette vidéo nécessite d'avoir déjà vu pas mal d'autres vidéos sur la chaîne, d'avoir déjà pris conscience de pas mal de choses. Sinon, ça pourrait être un choc qui serait peut-être un peu trop violent. Et là encore, c'est rien par rapport à ce qui va arriver juste après. Revenons au mode d'emploi. Si votre mode d'emploi est trop compliqué, le pervers narcissique va changer. Si jamais vous achetez un lave-vaisselle et que vous comprenez rien, que le lave-vaisselle lave à peine les verres et les trucs, donc en gros, qu'il n'est pas utilisable et qu'en plus le mode d'emploi est compliqué, vous allez rendre le lave-vaisselle, en prendre juste un autre. Et lorsque le pervers narcissique change, il va juste s'en vouloir à lui d'avoir choisi une personne qui était aussi horrible et dure à manipuler. Il va se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai passé du temps avec ça? Un peu comme votre lave-vaisselle, vous l'avez acheté et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que j'ai acheté un truc pareil qui ne fonctionne pas? Donc en gros, il n'y a pas d'affect, on s'en veut juste d'avoir fait le mauvais choix. Ça me dit aussi la chose suivante, c'est que le pervers narcissique ne veut pas te faire du mal. Pour vouloir faire du mal à quelqu'un, il faudrait avoir des sentiments pour cette personne-là. Le pervers narcissique n'a pas d'empathie, il n'a pas de sentiments. Il s'en fiche de toi. Donc ça veut dire en gros qu'il ne pense qu'à lui et au fait d'être grandiose. Il n'a pas spécialement envie de te faire du mal. Et pourtant, nous, on va le ressentir ce mal. On va être comme détruit suite à une relation avec un pervers narcissique. Surtout lorsqu'on a été très impliqué pendant des années, par exemple en couple, ou qu'on a eu des enfants, qu'on a acheté une maison, qu'on s'est marié, etc. Et généralement, après avoir quitté le pervers narcissique ou la perverse narcissique, on va chercher des amis, un groupe de soutien, on va regarder des vidéos sur YouTube pour comprendre ce qui s'est passé et pour retrouver notre estime. Lorsqu'une personne vous rabaisse pendant autant de temps, forcément on perd de notre estime. Lorsqu'une personne vous traite sans aucune considération comme un objet, forcément l'estime qu'on a en nous descend, descend et descend au fil des mois et des années. Et donc il va falloir qu'on retrouve cette estime de nous, soit avec des amis, soit avec des groupes de soutien, soit avec des vidéos comme celle-ci, pour comprendre ce qu'on vaut, pour comprendre que oui, l'autre en effet a un gros problème. Alors c'est étonnamment un de nos premiers points communs avec le pervers narcissisme, c'est que notre ego ou notre propre narcissisme en a pris un coup. Maintenant sachez qu'il est normal d'avoir de l'ego, on peut même avoir ce qui s'appelle du narcissisme sain. C'est qu'en gros quand on met une photo de soi sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok ou n'importe quel réseau social, c'est un peu narcissique mais ce n'est pas problématique. Donc on peut avoir du narcissisme, tout le monde en a et ça peut être sain. Ça dépend de la dose qu'on a. Pareil pour la perversion. Et après ça, il parle de nos limites et de notre contour. Il dit qu'un être humain peut être défini par ses limites, par son contour, par sa forme. En gros, c'est savoir dire oui parfois, savoir dire non d'autres fois, savoir choisir sa carrière, savoir choisir ses amis, savoir choisir son homme, sa femme, savoir ce qu'on aime ou dire ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est ce qui crée notre forme. C'est quelque chose, ce n'est pas notre forme physique, c'est notre forme psychologique. Et le but du pervers narcissique sera de dissoudre dans l'acide votre forme. En gros, que vous deveniez mou ou transparent, que vous ne sachiez plus exactement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, que vous ne sachiez plus dire non, que vous ne sachiez plus dire oui. Il va venir détruire en douceur ta réalité. Chaque jour, il va travailler pour changer un peu ta réalité. Il va transformer des faits qui se sont passés. Il va mentir un petit peu sur les choses. Il va te faire dire des choses que toi, tu n'as jamais dit. Ou alors, il va te pousser à devenir énervé, à crier, à avoir des disputes, alors que ce n'est pas trop ton genre. Et après ça, il va t'accuser d'être quelqu'un
qui est souvent énervé ou qui est violent ou qui perd son sang-froid alors qu'il a peut-être travaillé pendant 3 semaines pour te faire exploser de colère. Et à force qu'on détruise ta réalité, tu as l'impression de ne plus exister à la fin. Beaucoup de gens que j'ai en coaching me disent « c'est comme si j'étais dans le brouillard, je n'arrive plus à prendre de décision, je ne sais plus le bien, je ne sais plus le mal, je ne sais plus exactement ce que je dois faire, ce que j'aime pas, je dois toujours m'en remettre à l'autre pour qu'il me valide mes choix, pour qu'il me dise ce que je dois faire, ce que je ne dois surtout pas faire. » Il est difficile de quitter un pervers narcissique. On peut certes arrêter de l'appeler, arrêter de lui envoyer des SMS, ce qui est au passage le meilleur conseil du monde, c'est de ne plus jamais parler à ton pervers narcissique. Mais le pervers narcissique, et dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, il a pu réussir à envahir tes pensées. C'est comme si tu étais infecté. Et il y a quelque chose qu'on va voir dans le chapitre d'après, c'est que ses faiblesses, c'est-à-dire sa partie fragile, va t'attirer en permanence. Tu vas toujours te dire que tu peux peut-être l'aider. Il y a peut-être quelque chose à réparer derrière ça. Tu peux soit l'aider lui ou elle, soit vous pouvez ensemble sauver cette relation et recommencer. Donc en gros, ça veut dire qu'il a réussi à créer une espèce de prison virtuelle où même quand tu en sors, tu as du mal à arrêter de penser à cette prison. En plus, c'est une prison volontaire, on va voir ça par la suite. Il ne t'a pas enfermé à clé, donc tu avais le choix de partir tout le long, mais tu as choisi de rester dedans. Et quand tu en pars, quand tu en sors, tu penses toujours à cette prison comme si tu étais toujours enfermé dedans. Cette prison est forte parce qu'elle est adaptée à ton univers, à tes lacunes. Le pervers narcissique connaît ton mode d'emploi. Donc, il a fait une prison autour de tout ce que tu es capable de supporter ou autour de tout ce dont tu as peur. Et c'est ça qui fait que tu restes coincé dedans. On va en reparler dans un instant, mais bizarrement, tu te sens parfois à l'aise dans cette espèce de monde fictif, inventé, perverti, que le pervers narcissique a créé tout autour de toi. Alors, comment est-ce que le pervers narcissique a réussi à faire ceci? Au début, il va te montrer ses douleurs et sa partie vulnérable. Au début, si tu t'en souviens bien, mettez-moi en commentaire si c'est vrai, le pervers narcissique n'a pas abusé de toi. Au début, tu vois juste un espèce d'enfant traumatisé, fragile, une personne qui a besoin d'aide. Et il y a quelque chose qui est addictif derrière ça. Cette personne fragile, tu te dis que tu peux la sauver. Si tu es un homme et que c'était une femme, tu te dis peut-être que je peux la protéger, lui apporter de l'argent, lui trouver un métier, résoudre ses problèmes, l'écarter de ses ex qui l'embêtent aujourd'hui. Si ton père narcissique c'était un homme, tu te dis peut-être cet homme a l'air perdu aujourd'hui, peut-être que je peux l'aider à mieux gérer sa maison, à mieux gérer sa carrière, à lui remonter le moral parce que cette personne a l'air faible au tout début. Et ça va réveiller nos instincts primaires de père, de mère, de sauveur, de protecteur. Et il y a quelque chose de très féminin là-dedans. Lorsqu'on voit un homme qui est un peu perdu, qui a besoin d'aide, on va avoir envie d'aller l'aider. Mais je sais que moi, typiquement, j'ai une assez grande partie féminine aussi. Et ça, il y a quelque chose qui réveille mes instincts primaires là-dedans. J'ai envie de sauver cette personne. Elle a l'air d'avoir du mal. Je peux peut-être, avec quelques phrases, quelques gestes, la sortir de là. Et vous avez dû ressentir ça aussi. Cette phase qu'on peut appeler la phase de lune de miel parce que cette personne fragile, tu viens l'aider, elle est reconnaissante, elle peut durer 1 semaine, 1 mois, 1 an ou 9 ans. Elle va durer aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour que tu t'accroches totalement à elle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce que tu vois en cet homme ou cette femme un enfant traumatisé? Parce que la plupart des pervers narcissiques ont été des enfants abusés, au sens psychologique ou même de temps en temps au sens physique. Et aujourd'hui, l'enfant, il est toujours là chez le pervers narcissique. Il est apeuré. C'est un peu comme si tu entendais un enfant dans le noir, dans une maison perdue la nuit, en train de crier à l'aide. Tu aurais envie d'aller le sauver. Tu irais, tu prenais ta lampe torche, tu irais sauver cet enfant pour le sortir de là. Tu mettrais une couverture autour de lui pour sortir de ça et le mettre au chaud, lui faire un bon repas par la suite. Et bien là, le pervers narcissique a toujours un peu de ça. Au début en tout cas, parce que ça va se transformer après. Mais tu as comme un enfant qui t'appelle à l'aide. Et à un moment donné, on est addict à cette fameuse nourriture narcissique. On a dit dans beaucoup de mes vidéos que le pervers narcissique avait besoin de cette nourriture, qu'on le trouve beau, qu'on le trouve charmant, qu'on lui donne de l'argent, des services, qu'on prenne soin de lui, qu'on fasse tout pour lui. Mais finalement, nous aussi, on trouve quelque chose de chouette à ça. On vient aider cette personne-là et on s'en sent heureux de tout ça. Donc ça veut dire que comme un drogué, le pervers narcissique a besoin de nous pour le soutenir et nous, on trouve aussi du bonheur à aider cette personne-là. Chacune de nos actions peut aider l'autre, peut le sauver. Au début, il ne va pas te demander grand-chose. Il va juste te demander de lui faire un bisou le matin, de lui dire que tu l'aimes. Et puis, ça va monter, monter, monter. Les demandes vont être de plus en plus nombreuses par la suite.
On arrive donc sur un couple de drogués ou un couple addict. D'un côté, il y a l'enfant qui appelle à l'aide, de l'autre côté, il y a vous, le sauveur, la personne qui fait tout pour l'aider, sauf que cet enfant n'a pas réellement envie d'être aidé. C'est plutôt comme un piège dans un film d'horreur avec un enfant qui est en fait une poupée qui pleure ou qui est manipulé par un esprit. On a donc un couple addict ou drogué au service. D'un côté, on a l'enfant blessé qui appelle à l'aide, de l'autre côté, on a le sauveur qui fait tout pour l'aider. Malheureusement, c'est en vain. On a étrangement un traumatisme qui est presque identique avec celui du pervers narcissique. Lorsqu'on est codépendant, quand on est empathe, quand on est haut potentiel, on a aussi un traumatisme souvent de notre enfance. On est traumatisé, mais qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé dans notre enfance à nous ou dans l'enfance du pervers narcissique? Donc, on a été traumatisé, le pervers narcissique l'a été aussi. La victime, c'est souvent une personne qui est codépendante, qui a besoin de l'autre pour être heureux. Si l'autre est heureux, je suis heureux. Si l'autre est triste, je suis triste. Donc les deux membres du couple ont été traumatisés dans leur enfance, même si le résultat est différent. L'un des deux, vous en l'occurrence, vous êtes probablement devenu codépendant, l'autre est devenu pervers narcissique. Donc d'une même cause, de parents quasiment identiques, on crée deux profils qui sont totalement différents et qui en plus sont complémentaires. C'est aussi ce qui fait qu'on a parfois l'impression d'avoir rencontré notre âme sœur. On a le même mal, même si ça se traduit au quotidien par un comportement qui est 100% différent. Et tu peux te dire que le pervers narcissique te dit une phrase qui ressemble à celle-ci. On est traumatisé de la même manière, on devrait fusionner ensemble, peut-être même que toi tu l'as pensé. Ensemble, on peut vaincre, alors que non, le pervers narcissique va t'inventer un monde imaginaire où il faut vaincre par rapport à d'autres, il n'a pas envie d'être aidé. Tout ça, c'est une illusion. On ne veut pas être traumatisé à deux, on ne veut pas se regrouper entre personnes traumatisées. Donc, l'un des deux est devenu bourreau, l'autre des deux est devenu la victime suite à cette même enfance. Le prochain point du pervers narcissique, c'est l'adaptation. Au début, il va te dire des choses comme « flatte-moi juste un peu, fais-moi un petit compliment et je vais me sentir si bien par la suite ». Toi, en tant que codépendant, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire cette flatterie ou ce petit cadeau financier ou ce petit service parce que tu vois que l'autre est très heureux derrière. C'est un circuit de la récompense. Tu donnes un petit peu, l'autre est très heureux. Dis-moi juste que tu m'aimes en te réveillant, ça ne te coûte rien, c'est rien. Mais tu vas remarquer que les demandes augmentent chaque jour de plus en plus, jusqu'à ce que les demandes soient si grosses, que ce soit financièrement, en service, en demande de l'admiration, qu'au bout d'un moment, tu ne supportes plus ça. Ce n'est plus tenable. Chaque jour, la demande augmente un petit peu jusqu'à ce que ça devienne gigantesque. Il y a quelque chose d'important à comprendre là-dedans, c'est que on n'est pas simplement victime, on a été co-créateur de cette situation. Souvent, on voit ça comme un drame. J'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent « voilà, j'ai pas eu de chance, cette personne a abusé de moi, cette personne a tout fait pour me descendre ». Mais on a été victime consentante dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en gros, on a été là, on a soutenu la chose pour que ça avance. Alors, je sais que c'est dur à entendre, encore une fois, c'est ce que Sam dit sur ses vidéos et sur son blog, mais on peut avoir du mal à trouver nos propres erreurs là-dedans. Et je le vois souvent dans les forums ou dans les articles, je vois les gens qui me disent « c'est uniquement de sa faute, c'est la faute du pervers narcissique ». Mais finalement, c'est un peu la même défense que le pervers narcissique utilise. Le pervers narcissique qui ne se remet jamais en question, qui dit toujours que c'est la faute de l'autre. C'est ce qu'on peut appeler une défense narcissique. C'est en gros ne pas réussir à admettre ses fautes et toujours remettre ça chez l'autre. Alors, c'est classique, ce n'est pas pour autant qu'on est nous-mêmes un pervers narcissique. Beaucoup de personnes saines utilisent ça, une défense narcissique, mais il faut juste savoir que oui, on utilise certaines armes qui sont parfois les mêmes que ceux des pervers narcissiques. Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et l'accepter. Si jamais vous venez juste de quitter votre pervers narcissique, c'est peut-être des choses qui sont dures à entendre, mais qui vont venir par la suite. Un jour, on découvre que oui, en tant que victime, on a été déconnant là-dedans. On a dit oui à trop de choses. On a trop accepté. On s'est trop laissé faire. Notre caractère, notre forme, notre psychologie a trop dépendu de l'autre, de la validation de l'autre, ce qui est quelque chose qui est totalement anormal. Certains disent qu'ils sont des aimants à pervers narcissiques qui les attirent tous. Mais si jamais on est aimanté par les pervers narcissiques, ça veut dire que soit on est soi-même un aimant, donc on est identique, ou soit qu'on est attiré par un morceau de fer. Donc le machin ne fonctionne juste pas. On parle de victime souvent quand c'est sur un événement, alors que là, on parlerait plus d'un processus. On a créé ceci ensemble. On s'est laissé faire, on a dit oui, on a accepté les nombreuses disputes. On pouvait partir, on est resté dedans pour essayer de sauver l'autre. Donc dans les choses qu'il faut méditer, c'est à quoi est-ce que j'ai contribué pour créer ceci? Je sais que c'est compliqué à entendre, mais
Qu'est-ce qu'on a fait pour contribuer à tout ceci? Quand est-ce qu'on a dit oui? Est-ce qu'on l'a trop souvent dit oui? Est-ce que c'était quelque chose de quotidien? Est-ce que chaque heure, on a dit oui à tout ce qui se passait? Qu'est-ce que je dois changer par la suite pour ne pas que ça se reproduise? Si aujourd'hui, vous êtes encore dans des pensées obsessionnelles sur votre ex-copain, ex-copine pervers narcissique, c'est que vous avez encore cette pensée que vous pouvez changer l'autre. Ou alors, vous êtes dans l'illusion que votre couple aurait plus fonctionné ou que c'était une bonne personne. On ne transforme pas un pervers narcissique. On peut lui apporter de l'amour autant qu'on veut, on ne changera pas cette personne. Il a eu d'ailleurs le même type de relation avec la personne qui était juste avant vous et celle qui sera juste après vous. J'ai une personne qui me suit sur cette chaîne qui m'a envoyé un petit mail et qui m'a dit qu'il s'était réuni avec les 5 derniers ex de ce pervers narcissique pour voir ce qui s'est passé. Ils ont vécu pile la même histoire avec les mêmes phrases et les mêmes phases qui ont duré la même durée de temps. Donc ça veut dire que quoi que tu fasses, tu n'aurais rien pu changer à cette relation-là. Ça ne le guérira jamais. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie de guérir. Ce n'est pas important pour eux. La chose qu'il faut penser, c'est j'ai épousé un fou ou une folle et je m'en suis sorti. Point final, ça s'arrête là. Un fou, c'est pas un démon, c'est juste quelqu'un qui est fou ou quelqu'un qui est débile, ça s'arrête là. 50% des gens divorcent parce que ça ne va pas. Donc finalement, on peut soit en faire un démon et se dire cette personne-là a ruiné ma vie, soit se dire comme 50% des gens sur Terre, cette personne-là ne me correspondait pas, c'est un fou, c'est une folle, c'est un débile, ça ne marche pas. Il faut éviter de construire une réalité qui est alternative en se disant si j'avais été différent, ça se serait passé différemment. Non, pas du tout. Tu étais comme sur des rails, comme un petit train ou un train fantôme dans les manèges. Tu étais dans quelque chose qui était déjà défini à l'avant. Le scénario était déjà écrit avant même que tu rentres dans cette relation. C'est un scénario qui a déjà eu lieu depuis 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois ou 50 fois. Tu es juste la 53e personne qui vit exactement ce scénario, ou la 3e peut-être. Il est aussi important d'arrêter d'idéaliser ses propres relations amoureuses et de ne pas arriver à en partir. J'ai beaucoup de gens qui me disent si seulement ce n'était pas un pervers narcissique, on aurait eu la plus belle relation du monde. Non, non, stop. Cette relation était fausse depuis le début. Cette personne ne t'a pas aimé. Tu étais vu comme un outil. Tu as juste été vu comme un marteau, comme un silex ou comme un verre. C'est tout ce qui s'est passé. Donc non, stop. N'idéalise pas quelque chose qui n'a jamais eu. Ne crée pas une réalité alternative sur quelque chose qui n'a jamais lieu. Le narcissisme, au bout d'un moment, peut devenir aussi contagieux. Alors, on ne va pas forcément devenir un pervers narcissique, mais on peut avoir envie de se venger. On peut aussi en vouloir à l'autre de la perte de notre innocence. On se disait qu'en étant gentil avec tout le monde, ça fonctionnerait et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une différence entre être gentil ou être bienveillant et savoir dire stop. Une personne qui est trop gentille, qui dit oui à tout, est une personne qui ne se fait pas respecter, qui se fait abuser. Une personne qui est bienveillante et qui sait dire stop quand il le faut est une personne qui sera heureuse. On peut aussi avoir des difficultés à faire confiance par la suite, à se dire voilà, vu ce que j'ai vécu précédemment, j'aurais du mal à le faire. On peut entendre parfois des phrases comme j'ai déjà entendu, je ne rencontrerai personne pendant les 5 ans qui viennent. Et les personnes le font réellement. Suite à un pervers narcissique, je n'ai rencontré personne pendant 10 ans. On peut aussi avoir l'apparition de certaines phobies, comme par exemple l'agoraphobie, se retrouver dans une foule où il y a trop de monde. On peut aussi, c'est quelque chose qui est très fréquent, dites-moi en commentaire si vous l'avez, c'est se mettre trop de contraintes. On a vécu dans un monde où le pervers narcissique nous a bousillé toutes nos limites et juste après ça, on se crée un univers où on se met trop de contraintes. Donc qui on peut rencontrer, comment est-ce qu'on doit vivre, comment on doit manger, à quelle heure on doit dormir. Mais ce genre de choses va venir limiter notre vie. Il faut arriver à se créer une nouvelle vie et ne pas s'imposer de règles pour pouvoir grandir. Il faut apprendre aussi à ne pas se remettre dans le conflit. Le conflit peut être quelque chose d'extrêmement addictif quand on a découvert avec le pervers narcissique. Oui, vous ne rêvez pas. Le conflit peut être extrêmement addictif. C'est quelque chose qui va créer de l'adrénaline. Allez vérifier dans Google si vous avez un doute. Et ça, on l'a découvert grâce au pervers narcissique. Il faut aujourd'hui se forcer à faire confiance et ne pas être effrayé. Il faut refuser le conflit. Oui, on peut être heureux en étant dans le conflit, mais probablement que la relation va pousser de travers ou qu'au final, ça va mal se passer. Il est aussi important de créer ses limites et de les tester en permanence. Sinon, vos vieilles habitudes vont revenir au galop. Essayez quand vous allez à la boulangerie de dire non à quelque chose, de refuser une promotion, de vous imposer sur la baguette que vous voulez. Ça paraît bête, mais vous mettez vos limites, vous savez dire non. Dites non à la prochaine personne qui vous appelle, qui vous propose un plan, même si vous avez envie d'y aller, sans même vous justifier. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu veux qu'on aille là-bas? Vous répondez juste « Non, désolé, je suis occupé ». C'est tout. Pas plus. Vous ne dites pas ce que c'est, vous ne dites pas ce que vous allez faire, etc. Et vous allez voir que vous aurez réussi à le faire. Alors,
Ben après ça, vous pouvez rappeler pour vous excuser, y aller vraiment ou y aller un autre jour. Mais entraînez-vous à dire non sans vous justifier. Apprenez à vous imposer. Il y a des gens qui me disent parfois, moi tout ce que je veux c'est rester ami avec cette personne parce que finalement si je réfléchis bien, Claudine, Franck, Eric, Natacha avaient quand même des bons côtés. Alors oui, c'est sûr qu'elle était perverse narcissique, il était un peu dinglingo, manipulateur, mais il avait quand même ses bons côtés. Et là, c'est un peu comme si on avait l'impression que l'autre était un puzzle dont on pouvait choisir les pièces. Non, je vais prendre juste les pièces qui sont à droite, celles de gauche, elles ne me vont vraiment pas. Mais c'est impossible, c'est totalement impossible de dissocier une personne de ses bons côtés et de ses mauvais côtés. Sachez bien que ces bons côtés sont là pour amener ses mauvais côtés et réciproquement. Donc ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est fuir ou minimiser les contacts si vous avez des enfants ensemble. Si vous êtes dans la même ville, déménagez, allez dans la ville d'à côté. Si vous êtes dans le même métier, changez de métier ou changez de bureau ou changez d'employeur. Allez ailleurs, ne restez pas là-dedans. Il y a une différence aussi, si jamais vous vous en voulez aujourd'hui d'y penser trop, il y a une différence entre se souvenir et pardonner. Vous pouvez vous en souvenir souvent sans pour autant pardonner l'autre. Il y a aussi une différence entre y penser et le revivre. Vous avez le droit d'y penser, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que vous allez revivre la situation. Voilà mes amis, comme vous l'avez compris, on fait un silence radio définitif à vie. On fuit ce genre de personnes-là pour avoir une vie heureuse. Si vous avez encore un doute, faites le test en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Mettez un like, partagez la vidéo si elle peut servir à d'autres personnes et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.